Ciao bambini! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi Pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode, la maladie surpasse en horreur la lèpre, pourtant incurable. Les mercenaires ont ramené dans leurs braguettes les germes d'une nouvelle épidémie. L'empoisonnement au mercure est parfois pire que la vérole elle-même. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 8, la syphilis, petit souvenir d'Italie. Quoi? La syphilis? Mais vous êtes malade, il y a des enfants qui écoutent Rêve d'Italie, hein. Bon, ok, on y va, mais dans ce cas, on n'utilisera ni le mot, ni le mot. Voilà, comme ça au moins, c'est clair. Durant la Première Guerre d'Italie, les Français se sont surtout fait connaître par leurs excès. Philippe de Comines, qui était un chroniqueur bourguignon, dit même que on avait espéré trouver dans les Français toute sainteté, foi et bonté, mais ce n'était que désordre, pillerie et débauche. Pourtant, au moment où l'Italie vit les pires tourments de la main des envahisseurs, personne ne se doute que le pire est encore à venir. Une nouvelle maladie qui va rapidement devenir une épidémie meurtrière pour tout le continent européen. On en trouve le premier cas dès la bataille de Fornovo, vous vous souvenez, en juillet 1495. Rapidement, plusieurs médecins italiens décrivent ce nouveau mal. Benedetto, qui est un médecin vénitien, dit en 1497 que « Si repoussant était l'aspect de tout le corps, si grandes sont les souffrances, la nuit surtout, que cette maladie surpasse en horreur la lèpre pourtant incurable. » Il faut dire que la nouvelle maladie, elle est assez atroce. Elle se déclare d'abord chez l'homme comme chez la femme et rayonne ensuite à partir de cet endroit sous forme d'ulcères sur tout le corps, c'est-à-dire de plaies de la peau qui finissent par se recouvrir de croûtes et de nodules. Les croûtes elles-mêmes évoluent alors en une espèce de substance blanche et visqueuse qui finit dans certains cas par détruire les os et le cartilage. Certains malades perdent le nez ou certains membres et la plupart finissent de toute façon défigurés par les cicatrices. Bref, c'est pas la joie, ça donnerait même envie d'avoir le Covid, hein. Dès les premiers cas, il devient évident que la syphilis, car oui, il s'agit bien d'elle, est une maladie vénérienne. Elle se transmet par les rapports sexuels. Joseph Grunpeck, un jeune clerc d'Augsbourg qui rédige en 1496 un petit ouvrage pour raconter comment il a vécu cette maladie, raconte que la hideuse maladie me décocha sa première flèche dans le qui devint tuméfié au point que les deux mains auraient eu peine à en faire le tour. C'est d'ailleurs bien ce mode de transmission qui va permettre à la syphilis de se répandre dans l'Europe entière en à peine quelques années. La Première Guerre d'Italie a brassé un nombre impressionnant de nationalités différentes. Français, Suisses, Aragonais, Savoyards, Vénitiens, Lombards, Allemands, les mercenaires ont ramené dans leurs braguettes les germes d'une nouvelle épidémie. Alors évidemment, chacun rejette la faute sur l'autre. Jean Molinet, qui est un chroniqueur bourguignon qui n'aime pas particulièrement Charles VIII, raconte ainsi que « Pour ce qu'il n'estoit nouvelle de cette griève pestilence avant le retour du roi, elle estoit nommée la maladie de Naples. On lui donne surtout le nom de grosse vérole, avant qu'un poème de Fracastor ne lui associe le nom qu'on connaît aujourd'hui, syphilis, mais qui ne sera pas vraiment utilisé largement avant le XVIIe siècle. En Italie, en Angleterre et en Allemagne, on l'appelle le mal français. Il n'y a que les Espagnols qui l'appellent las bubas, qui n'accusent personne. En tout cas, une chose est sûre, elle quitte rapidement son foyer italien. On trouve les premiers cas dans l'espace allemand en 1495, à Strasbourg et à Nuremberg, et elle est déjà en Angleterre à la même époque.
Cette première épidémie est d'une grande violence et les ravages laissent un grand nombre d'hommes et de femmes estropiés ou défigurés quand ils ne meurent pas. Rapidement toutefois, la virulence de la grosse vérole semble décroître. Ambroise Paré, au milieu du XVIe siècle, note qu'elle est déjà plus faible et que les symptômes sont déjà moins graves. Bon, ça reste quand même horrible, mais un peu moins qu'à la fin du XVe. La première flambée de syphilis est passée. Désormais, la maladie va rôder sur le continent pendant 4 siècles et devenir un élément de la vie quotidienne de millions d'Européens. Mais au fait, d'où vient-elle, cette nouvelle maladie? Car oui, tous les médecins s'accordent à le dire, la grosse vérole n'existait pas avant la toute fin du XVe siècle, et elle ne ressemble à aucune des maladies qu'ils ont l'habitude de traiter. Étrangement, cette question ne passionne pas les foules au moment où la syphilis commence à frapper. C'est l'origine astrologique qui est alors la plus prisée, puisque le 25 septembre 1484, on a observé une conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe du Scorpion, donc c'est plutôt évident finalement. C'est seulement en 1526 qu'un premier médecin espagnol, Gonzalo Fernández de Oviedo, il ne peut pas trop cacher son origine espagnole, mentionne une possible origine américaine. Il affirme que la syphilis est commune chez les Indiens d'Hispaniola, c'est-à-dire aujourd'hui l'île d'Haïti et de la République dominicaine, la première île découverte par Christophe Colomb, et que l'équipage du grand navigateur en a ramené les germes. Autant dire que les Européens n'ont pas fait que manger des fruits là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Un autre médecin, Diaz de Isla, explique même qu'il a soigné les soldats malades de l'équipage de Christophe Colomb et que ce sont eux qui ont contaminé les mercenaires espagnols qui ont ensuite servi durant la Première Guerre d'Italie. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la querelle entre la thèse de l'origine américaine et celle de l'origine européenne a surtout pris de l'ampleur à partir du XVIIe siècle et qu'elle fait rage encore aujourd'hui. Aucune analyse de textes anciens ni de squelettes n'a pour l'instant permis de trancher en faveur de l'une ou de l'autre. Il paraît logique de se dire que si les Européens ont infecté des millions d'Indiens avec la variole, le contraire est possible avec la syphilis, mais la vulnérabilité des Indiens aux afflictions européennes semble montrer qu'ils n'avaient pas l'habitude de ce genre de maladie infectieuse. Bref, c'est un débat passionnant, mais on n'a pas le temps d'y rentrer vraiment aujourd'hui, désolé. Et oui, parce que savoir d'où vient la maladie, c'est intéressant, mais le plus important, c'est quand même de la soigner. Le premier réflexe des municipalités a été d'isoler les malades, comme on le faisait déjà avec la lèpre, par exemple. Un arrêt du Parlement de Paris, daté du 6 mars 1496, donc ça va vite, seulement même pas un an après le premier cas, cet arrêt impose aux vérolés de venir se faire enregistrer à l'une des portes de la ville. S'ils sont étrangers à Paris, ils seront expulsés sous peine de pendaison, mais on leur donne quand même 2 sous pour qu'ils puissent manger. Et s'ils sont parisiens, ils ont ordre de se confiner chez eux ou d'aller se faire soigner dans une grange de l'abbaye de Saint-Germain. Bon, il faut préciser que les malades étaient d'abord fouettés à leur arrivée dans l'abbaye pour les punir du péché qui leur avait donné la syphilis, donc forcément, ça donnait pas très envie d'aller se faire soigner. Strasbourg est la première municipalité à prendre les choses à bras-le-corps. Dès 1503, elle établit un hôpital spécialisé nommé la Blatter House, où les malades sont logés et soignés aux frais de la ville, s'il vous plaît.
En 1686, cet hôpital d'un nouveau genre déménage dans le quartier des Tanneurs, à l'extrémité ouest de la Grande Île, qui devient alors connu sous le nom de Petite France, puisqu'il abrite les victimes du mal français. Voilà, vous y penserez la prochaine fois que vous irez manger une tarte flambée là-bas. Et comment on la soigne, cette terrible maladie ? Plusieurs traitements sont tentés dès le début du XVIe siècle à base de plantes sudorifiques, c'est-à-dire qui font transpirer le malade, dont le bois de gaillac qui est importé d'Hispaniola. Mais c'est surtout le traitement au mercure qui gagne vite ses lettres de noblesse. On enferme le patient dans une pièce dans laquelle on fait brûler un brasero et on fait fondre dessus des cristaux de sulfure de mercure. Le malade doit respirer ces vapeurs pendant plusieurs heures avant d'être mis sous une couette bien chaude pour continuer à transpirer. On lui administre également des onguents à base de mercure sur la peau, histoire d'y aller à fond. Alors effectivement, les symptômes finissent parfois par disparaître, sans toutefois que la maladie ne s'arrête, mais le prix à payer est extrêmement lourd. Perte des dents et des cheveux, tremblements voire paralysie, l'empoisonnement au mercure est parfois pire que la vérole elle-même. Mais ça n'est pas grave, car les médecins y voient au contraire un signe de la bonne action du traitement. Un des signes de l'empoisonnement au mercure est par exemple les crises de salivation suite aux vapeurs du mercure. Les médecins notent qu'il faut saliver un demi-litre le premier jour, puis 1 litre chaque jour par la suite pour que les humeurs néfastes sortent du corps et purgent le malade. Derrière les bannières, les armures rutilantes et les chefs-d'œuvre artistiques, c'est donc bien ce fléau qui est la principale conséquence des guerres d'Italie. Une maladie atroce, meurtrière, qui va endeuiller l'Europe entière pendant 4 siècles pour laisser derrière elle un cortège de souffrances et de tombes.